Merci, Marc. Nous allons maintenant entamer la première discussion. Je suis consciente qu'on a eu d'excellents présentateurs pour donner le ton pour la journée, mais vous êtes assis depuis longtemps. Vous êtes assis depuis longtemps, alors on veut vous inviter à faire de cette séance une séance interactive et n'hésitez pas à venir parler à nos panélistes. Alors, le format sera donc une introduction suivie d'une discussion avec le panel. Alors, on vous a déjà parlé de l'IA. On a peu à dire de plus sur le sujet pour l'instant. Alors, je vais poser une ou deux questions aux panélistes et ensuite, vous aurez la chance de poser vos questions, de faire vos commentaires pour qu'on puisse en faire un événement interactif. Alors, le premier sujet pour aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut déployer l'intelligence artificielle dans la fonction publique canadienne. J'ai trouvé que c'est intéressant ce que disait Christina dans ses remarques liminaires, et c'était de savoir comment on peut trouver l'équilibre entre la prudence et l'audace. Et je pense que c'est particulièrement pertinent en matière d'IA aujourd'hui. C'est l'équilibre qu'on cherche tous à trouver. Nous avons 5 présentateurs aujourd'hui. On a Élise Legendre, qui est responsable des données à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Nous avons Pierre Bilodeau, qui est vice-président du Conseil canadien des normes. Nous avons Chrysandre Courchaine, qui est gestionnaire du Centre d'expertise sur les données responsables et l'IA au service frontalier du Canada. Nous avons Bob Conlin, qui est directeur général de la technologie du gouvernement canadien fédéral, IBM, et nous avons Laura Gilbert, analyste en chef, directrice de la science des données, 10 Downing Street au Royaume-Uni. Alors, ma première question pour lancer le bal s'adresse à Élise. Pouvez-vous nous donner votre point de vue pour savoir ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien avec le déploiement de l'IA dans votre secteur? Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici. On ne vous voit pas du tout sur scène. On ne voit pas du tout le public quand on est assis ici sur scène, donc vous pouvez faire toutes les grimaces que vous voulez, mais nous, à Agriculture Agroalimentaire Canada, nous avons été les premiers à utiliser un outil public de l'IA génératrice qui est disponible depuis le mois d'avril maintenant. Nous avons pu le faire très rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de créativité, d'innovation et de collaboration. Et quand je pense à ce qui fonctionne bien avec l'IA et toutes les technologies, c'est la collaboration qui est essentielle. C'est un nouveau monde pour nous tous et de pouvoir travailler ensemble pour trouver des solutions ensemble, que ce soit avec notre équipe de la confidentialité, de la gouvernance et toutes les personnes qui participent au maintien de cet équilibre entre la sécurité, la protection de la vie privée et toutes ces choses si importantes que nous devons protéger, mais aussi pour bien profiter de ces technologies afin d'offrir des meilleurs services, et c'est pour nos employés, mais aussi pour les Canadiens. Alors voilà ce qui fonctionne bien, c'est la collaboration et cet esprit ouvert. Ce qui est un peu plus difficile, je vous dirais, c'est que nous pouvons le faire au niveau du ministère, mais si on voulait progresser collectivement dans tous les ministères, entre les pays, je pense que c'est là où on a encore du pain sur la planche. Comment est-ce qu'on peut régler ces questions quand on a déjà encore des approches qui sont en silo encore? C'est intéressant que vous mentionnez qu'il y a des problèmes plus au niveau humain que la technologie. Donc, il vous faut la collaboration, que c'est un des avantages, mais aussi un des défis. Pierre, qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'une des questions clés au niveau des défis pour chacun des ministères, c'est d'identifier quels sont les services ou les applications où il y a un potentiel pour l'IA. Certains d'entre nous sommes plus précoces dans l'adoption de technologies et d'autres sont plutôt suiveux. Alors, ce sera bien de voir des exemples dans certains secteurs et voir s'ils peuvent s'appliquer aux nôtres. Il y a une petite société de la de la Couronne au Conseil canadien des normes. Eh bien, nous, on offre des services aux Canadiens, des accréditations et la participation aux organisations des normes. Nous recevons beaucoup de documents papier ou de documents PDF.
une façon pour nous de faire le triage de ces applications et des candidatures ou des demandes de candidature d'accréditation, c'est qu'on utilise l'IA pour extraire les données de ces documents. Avant, on avait des documents papier. Maintenant, on a des documents numériques, mais on doit quand même les parcourir. Ça ne fait pas partie d'une base de données. Alors, il faut tout extraire. Alors, nous utilisons un modèle de langue large pour les demandes d'accréditation en utilisant de la langue naturelle et des schémas particuliers. Par exemple, comment est-ce qu'on trouve une adresse sur un morceau de papier? Il y a des normes qui ont été élaborées pour qu'on puisse le faire. Alors, il faut simplement créer la commande adéquate pour que toutes les données soient analysées et que les données soient extraites. Alors, encore une fois, c'est un exercice d'extraction de données. Il y a des vérifications faites par des humains. Il n'y a aucune décision prise dans cet exemple, mais nous pouvons automatiser la collecte des données et l'analyse, et il y a un être humain à la fin qui peut boucler la boucle. Et c'est quelque chose que nous avons mis en place dans notre système, dans notre organisation. Donc, ce n'est pas infonuagique, ce n'est pas disponible au public. Alors, le risque est quand même assez minime en ce moment. Toutes les données qu'on recueille en ce moment sont des données publiques. Alors, même s'il y avait une fuite et que ces informations étaient rendues publiques, ce sont déjà des informations qui sont disponibles via le secteur public. Alors, c'est à nous, en tant que ministère, d'identifier les services qui pourraient donner la plus grande valeur et utiliser l'IA pour nous aider là-dedans. Alors, ça va bien là où vous avez identifié les occasions, mais le défi, c'est de savoir où l'IA est applicable. Chris, à vous maintenant la même question. Je vais vous poser tous la même question et ensuite on ira de façon plus aléatoire. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'une chose qu'on peut faire, c'est dans la prestation des services, nous comprenons où on peut utiliser des capacités de l'IA. L'autre chose à faire, je crois, peut-être que les opinions peuvent varier, mais l'acquisition des talents est un défi, mais moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a très bien fait. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs départements du gouvernement et nous avons vraiment la chance d'attirer une grande quantité de talents. Nous avons des employés très compétents. Les scientifiques des données qui travaillent pour le gouvernement, ils sont là parce qu'ils croient vraiment au changement. S'ils cherchaient vraiment l'argent, ils ne seraient pas dans le secteur public. Donc, ceux qui sont là, ils sont là parce qu'ils croient que l'IA a beaucoup de pouvoir, qu'il peut contribuer au gouvernement. Est-ce que ça peut s'améliorer? C'est sûr, mais je crois qu'on a déjà des belles réussites. Au niveau des défis, c'est quelque chose qui s'applique à la littératie des données. On peut penser aux efficacités opérationnelles, comment ça fonctionne du côté technologique, mais on a beaucoup de chemin à parcourir pour comprendre les influences sociales. L'IA n'est pas neutre, les données ne sont pas neutres, les données sont fondées sur ce qu'on a déjà recueilli, les données de qui, ce qu'on valorise, l'influence humaine. Alors, je crois qu'on peut comprendre les influences du niveau opérationnel, mais nous devons aussi faire encore beaucoup de travail pour comprendre les méfaits potentiels au niveau social parce que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Très intéressant. J'aimerais revenir sur ce sujet si le public n'a pas de questions là-dessus. Je trouve intéressant aussi que vous avez dit que le talent, c'est positif parce que d'habitude, quand on en parle, on dit qu'on a de la difficulté à attirer les bons talents. Alors, vous dites que vous avez bien réussi à trouver des talents. Alors, merci. Bob, à vous. Je vais commencer par ce qui fonctionne. Les gouvernements qui mettent en œuvre l'IA et qui l'adoptent. Ce qui pourrait bien fonctionner, c'est le niveau élevé de curiosité et le volume d'expérimentation. On veut savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas nécessairement encore, c'est qu'on a encore des clients qui cherchent des preuves de concept et qui sont pris un peu
parce qu'ils ne se voient pas passer à la production. J'ai des observations sur ce que j'ai vu en milieu client. Les données ne sont pas toujours prêtes. La deuxième chose, il y a cette notion dans le secteur industriel, quand les technologies avancent dans IBM, par exemple, on se donne toujours le défi d'avoir des cas de figure. On veut savoir quelles sont les opportunités que nous présentent les technologies et on demande à notre leadership de nous prêter les fonds pour réaliser nos objectifs. Il y a bien des clients qui travaillent dans notre équipe qui savent que nous n'aimons pas faire des preuves de concept, nous faisons des preuves de valeur. Alors, nous avons des énoncés des valeurs à la fin qui nous donnent ce qu'il nous faut pour réaliser les avantages qu'on voit dans nos expériences. Il y a bien des gens qui veulent le faire, il y a beaucoup d'intérêt, mais on n'a pas toujours la capacité de compléter le processus. Merci beaucoup. Et maintenant, Laura, j'ai des expériences semblables que les autres panélistes. Je travaille dans un incubateur qui a été mis sur pied au mois de novembre dernier. Nous avons 70 experts qui veulent savoir comment on peut améliorer les services du gouvernement rapidement. Nous avons vu des belles collaborations internationales qu'on ne voit pas toujours dans la technologie, dans le secteur de la technologie. On partage des informations, parfois même des expériences et des données. La différence ici, c'est la portée des occasions. Je ne parle pas pour tous les gouvernements, mais il y a certaines parties qui sont si loin derrière les secteurs privés. Alors, il faut choisir les bons projets. Alors, quand on investit dans une solution IA ou dans une solution partielle de l'IA, il faut arriver avec des retours sur investissement. Mais ce qui est très difficile aussi, des fois, les données ne sont pas encore assez matures et on travaille avec des infrastructures qui ne sont pas assez modernes pour permettre l'utilisation d'outils de pointe de l'IA. Alors, on peut identifier les choses qu'on doit faire partout pour pouvoir adopter ces outils. Au niveau du talent, c'est quelque chose qui va bien. On essaie de créer une mission. On ne veut pas recruter des technologues pour faire de l'IA. On veut recruter des experts qui permettraient de faire des gouvernements plus humains à l'aide de la technologie. Alors, nous avons pu attirer des gens brillants qui auraient normalement travaillé dans le secteur privé, qui seraient très bien payés, et ils viennent travailler pour nous pour résoudre ces problèmes. Mais l'envers de la médaille, c'est d'intégrer ces technologies au système existant. Des fois, on a des conversations où on parle beaucoup des craintes par rapport aux biais sans comprendre les statistiques derrière les biais. On parle beaucoup de qui est propriétaire de l'IA sans qu'on comprenne vraiment que ce qu'on crée, c'est une solution numérique qui serait simplement améliorée. On veut trouver des moyens de lire des lettres plus vite ou d'attribuer une question à la bonne personne en temps opportun. On parle beaucoup des chatbots, mais vous savez que les chatbots, c'est très petit comparé à ce qu'on essaie de réaliser dans ce domaine. Alors, il faut penser à l'environnement des compétences qu'on veut créer. Alors, il faut encore faire beaucoup de travail et c'est un des défis.
Alors, vous avez mentionné beaucoup de points positifs, incluant le talent qui vient travailler sur ce projet, mais il y a aussi des défis au niveau de la fondation qui doit être mise en place pour qu'on puisse profiter des outils de l'IA, incluant les données et l'intégration des technologies dans notre façon de faire, plutôt que de voir l'IA comme un outil indépendant. Alors, on a beaucoup de matière à réflexion. C'est très difficile de voir les gens dans l'assistance. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Alors, il y a un monsieur là-bas qui a levé sa main. Est-ce qu'on peut lui donner un microphone? Il y a aussi une dame ici avec un veston blanc. On va prendre ces deux questions. Et il y a un monsieur là-bas avec une troisième question. Alors, pouvez-vous dire qui vous êtes et d'où vous venez? Bonjour, merci. Je suis Jonathan Dench. Je suis un fonctionnaire. Je travaille à OSFI. Alors, je travaille sur le portefeuille des finances. Merci d'être là et partager vos réflexions. Vous avez parlé de l'élaboration et du lancement d'outils d'IA qui pourraient renforcer nos vieux processus. Et moi, j'ai peur qu'on crée quelque chose d'instable et qu'on se cache du fait qu'on a des vieux processus comme de faire la collection de données structurées en utilisant des formulaires qui ne sont pas structurés. Nous pouvons utiliser l'IA pour composer avec le fait qu'on a ces processus-là en fait, mais qu'est-ce qui vous inquiète par rapport au fait qu'en essayant de tirer profit de l'IA, il y a des choses de base qui sont plus simples, qu'on pourrait améliorer, qui nous donneraient des bases plus fortes pour des innovations futures? Est-ce qu'on peut se donner une fondation plus solide plutôt que de se reposer uniquement sur l'IA? Merci. Je crois que ça revient au cœur de la modernisation et de savoir comment, avec l'apport de nouvelles technologies, on n'utilise pas ces nouvelles technologies comme solution de rechange pour composer avec des systèmes qui, fondamentalement, ont besoin d'être modernisés. Laura. Oui, je crois que c'est pourquoi il faut embaucher des experts en technologie au gouvernement. Il y a des solutions pour tous les problèmes. S'il y a des solutions simples, c'est celles qu'on veut mettre en place en premier. Ce que l'IA fait pour nous, c'est qu'elle nous permet d'avoir des conversations plus profondes et d'accéder à du financement. Mais dans aucun cas, on va avoir un problème où le problème de base, c'est l'infrastructure des données et l'automatisation, et on ne va pas mettre un petit pansement en IA par-dessus. Alors, je vous dirais que 40 de ce qu'on fait, c'est qu'on crée des codes d'infrastructure gratuits et légers qu'on distribue à nos ministères et même qui sont disponibles en ligne de façon générale. Alors, on veut profiter du fait que les gens s'intéressent à l'IA pour obtenir plus de fonds, attirer plus d'expertise pour résoudre certains problèmes. Mais ce serait irresponsable de la part d'un technologiste d'essayer de régler un problème de base avec un petit pansement en IA. Je vous arrive dans un instant. Y a-t-il autre chose au sujet des systèmes traditionnels? Oui, cela soulève une autre question. Comme quoi il faut s'arrêter et réfléchir s'il nous faut l'IA ou si l'on veut l'IA. La conversation est différente. Parfois, on veut quelque chose, mais c'est pas la bonne chose. Tout le monde aimerait avoir tout ce qu'il y a de mieux, mais parfois, on peut se contenter de moins. Alors, ça en dit long sur l'espace que l'on occupe présentement, parce qu'il est clair que nous devons nous arrêter et bien asseoir nos fondements pour ce qui est non seulement des systèmes traditionnels, mais quelles sont les données dont nous disposons? Vont-elles nous servir à l'avenir? Quelles sont les conditions entourant ces données? Comment avons-nous obtenu ces données qui font l'objet des données? Et mieux encore, qui ne font pas l'objet de ces données? Ce n'est pas tout simplement une question de bâtir, mais aussi de responsabilité. Il faut comprendre les intentions liées à l'IA responsable. Vous savez, il n'y a pas de conflit si on fait les choses correctement. Parfois, on essaie
de prendre des processus analogues pour essayer de les numériques, alors qu'il faudrait les démanteler, réfléchir à ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et est-ce que ça va marcher dans un monde numérique? Je crois que c'est une merveilleuse occasion à saisir. Nous avons été nombreux à le dire. C'est pas seulement pour établir une salle et faire appel à des technologues. Non, il faut faire appel aux sciences sociales qui ont peut-être été exclues de la conversation afin que nous puissions entendre différents points de vue. De quoi parle-t-on quand on parle de l'espace autochtone, que de la représentation francophone? C'est pas tellement collaborer, mais co-concevoir et coproduire. Je voudrais ajouter à la question posée par John, peut-être que je peux vous donner un exemple, ce qui se passe chez nous. Nous avions le même problème, des processus qu'il fallait optimiser et des processus qu'il fallait éliminer. Mais notre objectif premier, c'était de réduire la friction entre les employés. Par exemple, dans l'espace des RH, nous avons décidé d'adopter de faire appel à une société multinationale et nuagique. Donc, on s'est servi d'un certain langage pour interagir avec les employés. Dans les coulisses, il y a une foule de choses qui se passent, mais nous étions partagés entre deux intérêts. Le premier intérêt, les employés qui avaient des enjeux, qui voulaient qu'on fasse rapidement, et dans l'autre espace, nous étions en train de tout revoir dans l'arrière-scène. Mais à l'avenir, nous allons adopter un nouveau système qui se trouvera au sein de l'entreprise. Ce sera intéressant de voir combien de gens sont passés d'un très grand système à un autre système. Sans doute qu'on pourra vous en parler l'an prochain lorsque nous nous retrouverons. Merci. C'est bien que vous avez parlé de systèmes qui soient inclusifs et responsables. Et bien sûr que ce sont des enjeux. Si cela vous intéresse, vous allez pouvoir participer à des séances sur ces enjeux cet après-midi. Je crois qu'il y avait une autre question de ce côté, je crois. Je suis au secrétariat du Conseil du Trésor, plus précisément des Finances. Donc, un organisme central au sein du gouvernement et en particulier depuis 3 ans, on s'intéresse à tous ces modèles qui paraissent. J'ai appris comment m'en servir dans ma vie personnelle. J'ai pas eu de succès. J'ai noté qu'il y avait un très grand écart pour ce qui est des fonctionnaires et comment les former pour qu'ils utilisent l'IA. J'aimerais vous entendre à ce sujet. Il ne suffit pas suffisamment ne suffit pas, dis-je, d'utiliser l'IA, mais il faut savoir comment s'en servir pour mieux faire notre travail, parce que nous avons des AS, des EC, enfin bref, des groupes de gens qui font des choses bien différentes dans différents ministères. Alors, j'aimerais vous entendre. Comment nous faut-il fonctionner? Comment nous faut-il former les fonctionnaires sur les différents modèles d'AI ou d'IA? Je sais qu'il y a des préoccupations en matière de sécurité, mais d'après vous, que sera-t-il de notre formation d'ici 5 ans? J'adore cette question. Je vous en remercie. Comment offrir la bonne formation? Bon, je vous arriverai à vous et ensuite, bien, veuillez lever la main. Est-ce que vous utilisez de l'IA dans votre vie, chat, GPT? Bon, c'est pas tout le monde. Un tiers, peut-être un tiers des gens de notre public. Donc, certains utilisent plus que d'autres, mais c'est vrai que ça nous met du temps à former les gens pour qu'ils sachent utiliser l'intelligence artificielle. Voilà une question des plus intéressantes. Voilà qui nous dit qu'il y a une certaine tension entre comment nous gérons notre travail, enfin comment nous pensons gérer notre travail. C'est un peu la situation au sein de la fonction publique. Je crois très sincèrement que ce qu'il faut, c'est habiliter les employés. La formation, c'est important, mais tout aussi important, la confiance. On leur offre de l'information et de la formation. Et ensuite, il faut leur inspirer confiance pour qu'ils se servent de ces outils judicieusement. Comme on sait, il y a une documentation importante
importante, et notamment pour ce qui est de l'utilisation de l'IA sur les lieux de travail. Et c'est en plein ce qu'il nous faut. Et il y a des documents fantastiques là, qui sont disponibles. Mais il faut que les gens se sentent à leur aise, qu'ils apprennent, comme gestionnaire, il nous faut comprendre que les gens vont commettre des erreurs. Il faut leur permettre ces erreurs afin qu'ils puissent s'épanouir et qu'ils puissent s'améliorer en continu. Je dirais que c'est comme pour bien des choses. Il appartient à l'employé aussi. On peut offrir toute la formation que l'on veut, mais il faut que les gens décident de prendre les choses en main au fin de leur cheminement de carrière. Alors, on parle du nouveau fonctionnaire, les nouveaux qui arrivent à la fonction publique. Eh bien, très souvent, ils sont déjà familiers avec l'intelligence artificielle, par opposition à ceux qui sont fonctionnaires depuis de très nombreuses années, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une différence générationnelle. Et comment faire ça dans le meilleur intérêt de tous et toutes? Je crois qu'il y a déjà des gens qui utilisent l'IA dans leur vie privée, mais estiment qu'ils ne peuvent pas s'en servir sur les lieux de travail. Je serais d'accord avec cette affirmation. Bon, la fonction publique, si je pense au Canada, on a déjà tiré des enseignements les uns des autres. Donc, on a l'école de la fonction publique. On pourrait peut-être se servir de cette école pour ce qui est de rassembler l'information des différents ministères, de ceux qui se servent de l'IA. Et comme on l'a fait déjà pour être fonctionnaire, il faut pouvoir s'en servir de l'IA, mais avec prudence et courage. Il y a des lignes directrices qui doivent être décidées par les instances supérieures. Comme le ministre me l'a dit, ce sera un document évolutif. Moi, je dois vous dire, parce que je suis du monde de l'élaboration de normes, nous sommes présentement à élaborer des normes internationales en matière de gestion de l'IA. Comment procède-t-on, par exemple, à faire l'évaluation des rendements? Eh bien, ces documents, comme vous êtes sans doute nombreux à le savoir, ces documents sont très techniques. Ce ne sont pas des lectures faciles, c'est plutôt rébarbatif. Peut-être qu'en travaillant avec votre responsable principal de l'information, comment prendre ces normes qui auront été avalisées et les adapter pour que le fonctionnaire canadien puisse s'y retrouver. Il y a une façon d'aller chercher l'information et de la partager, cette information. Il faut une formation active. Il ne suffit pas de dire aux gens, lisez ce document. Non, il faut bien sûr le lire, mais il faut faire plus encore afin d'accroître les connaissances de tous les fonctionnaires. Très bien. Question suivante. Vous avez demandé combien de gens utilisent l'IA dans leur vie privée. Eh bien, je dirais sans doute 100%. Quasi vous tous et toutes, vous en servez à plusieurs reprises par jour, peut-être des centaines de fois par jour. Vous ne le savez peut-être pas. Et l'IA générative, c'est en train de se produire. J'ai l'impression que le public est un peu dérouté. On dit, ah, on a reçu un document, 200 pages, et il faut me familiariser. Je n'en fais pas lecture et je ne m'attends pas à ce que vous en fassiez non plus. Non, ce qu'il faut, c'est former les gens sur le tas. Et si personne ne vous offre cette formation, tentez de l'obtenir par vous-même. J'aime bien donner cet exemple. Bon, il y a quelques mois, on utilisait Teams. Bon, ce ministère a-t-il tenté d'utiliser... il y a une icône IA sur Teams. Savez-vous vous en servir? J'ai dit non. Mon patron m'a dit, ben non, mais c'est très bien, tu devrais en faire l'essai. À quoi j'ai répondu, bon, d'accord. Il m'a regardé et je l'ai regardé. Il m'a dit, non, je veux que tu t'en serves maintenant. On était sur Teams. J'ai cliqué sur l'icône, puis il y a eu interaction entre nous. S'il n'avait pas fait cela, s'il ne m'avait pas dit « on le fait maintenant », je ne m'en serais jamais servi, ni même remarqué l'icône en bas d'écran. Alors, toute cette technologie, même
Tout le monde en parle. Et si nous pensons savoir ce que font ces technologies, mais si on ne fait pas, c'est qu'on ne s'assoit pas avec ChatGPT et d'autres, c'est se pratiquer. Si je dois rédiger un discours, comment procéder? Quelles sont les questions à poser? S'il me faut analyser des documents, je fais quoi exactement? Alors, je crois que le gouvernement doit encourager les gens à se pratiquer et qu'il faut le faire individuellement. Vous devez vous asseoir comme ça et vous devant votre ordinateur et dire, eh bien, je vais m'essayer. Une autre question. Bonjour. Je vais commencer par remercier tous nos panélistes. Je m'appelle Logan. Je suis fonctionnaire Santé Canada. J'espère que vous me permettrez de lire ma question. Très souvent, il y a des obstacles importants pour ce qui est de mettre en place des contrats pour obtenir des outils, des logiciels, par exemple. Ça peut être des questions de financement, de sécurité, de protection des renseignements personnels. Ça peut être une démarche qui est longue et coûteuse. Mais par chance, nous avons de nombreux talents. Et moi, qui suis enthousiaste face à l'IA. C'est assez incroyable ce que l'on peut obtenir grâce avec des modèles de sources ouvertes sur du matériel très ordinaire. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire, nous, pour développer ces outils à l'interne? Par exemple, il y a plusieurs petits projets qui bénéficieraient de l'IA, mais c'est difficile de surmonter les obstacles. J'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Je vous remercie de cette question que j'apprécie. Donc, comment mettre à contribution les talents à l'interne? Comment utiliser les technologies qui est déjà là, si on ne sait pas qu'elle est là? Pour ce qui est d'investir dans l'épanouissement des gens, c'est en fait la clé du succès pour ce qui est de notre avenir numérique. Il y a de nombreux défis. Ce qui est intéressant, entre autres, et enfin les frustrations dont j'ai été témoin alors que je travaillais avec des fonctionnaires, on a beaucoup de mal à en arriver à l'étape de la production. Et le gouvernement veut bien prendre des risques pour ce qui est identifier les risques, prévenir les gens des risques, mais ce qui est intéressant, il n'y a pas beaucoup de valeur associée à ces risques. Et il faut déstigmatiser et éviter de dire si vous ne faites pas les choses correctement, eh bien, c'est que vous les faites par erreur. Je pense qu'on peut mettre au point le modèle parfait et vous n'aurez pas les résultats auxquels vous vous attendiez parce que vous n'aviez pas les bonnes données. Ce n'est pas un échec, c'est tout simplement que l'on a les mesures pour atténuer les risques. Pour ce qui est de mettre à contribution les talents, pas besoin d'être scientifique des données pour réussir dans l'univers des données. Ce qu'il nous faut, ce sont des gens notre équipe travaille de très près avec le Bureau de l'accessibilité. Je ne suis pas, moi, spécialiste de l'accessibilité ou de la loi Canada, mais je travaille avec des gens qui le sont. Donc, je peux faire appel à leur talent, à leur savoir pour comprendre ce dont on a besoin comme données. Il faut investir dans l'intersectionnalité et l'interdiscipline. C'est très important et cela va écarter de nombreux obstacles. Parfois, il nous faut ralentir. Ça va nous coûter moins cher du point de vue financier et de notre réputation si on prend le temps de co-concevoir certains systèmes. Et bon, je m'assois sur mes mains, comme ma mère m'a dit de faire. Et si on peut se dire, voilà, tout ce que j'ai fait pour atténuer les risques, et voici pourquoi j'ai besoin de l'IA, eh bien, utiliser l'IA pour accélérer les choses, c'est pas toujours la chose à faire.
Il faut le faire au bon moment, au bon endroit. Il faut prendre le temps d'aller chercher nos données. Il faut mieux les comprendre avant d'asseoir notre avenir sur ces données. On a le temps d'une dernière question. Quelqu'un aurait-il une question? Monsieur, oui, on vous écoute. Gardez la main levée. On va brancher votre micro. Merci beaucoup. Ce sera la dernière question. Alors, on veut qu'elle soit bonne. Je suis de Transport Canada. Imaginez combien de ministères nous avons. Tous vont utiliser des systèmes de l'IA. Ces systèmes n'ont pas forcément accès à de nombreuses données. Ils ont peut-être leurs propres faiblesses. Cela crée ou donne lieu à des risques en matière de sécurité, même si on peut se servir l'IA pour réduire les risques en matière de sécurité de façon générale, ça pose un défi pour le gouvernement pour ce qui est d'approuver ou d'évaluer ces différents systèmes de l'IA. La cybersécurité demeure un défi, je crois, et le gouvernement doit composer avec cela. Je pense que ce sera un défi de taille. Merci beaucoup. La dernière question, si vous l'avez pu entendre, l'utilisation de l'IA et utiliser toutes ces données de façon peut-être plus collective, est-ce que cela augmente les cyber-risques? Qui voudrait tenter de répondre à cela? Ah ben, je veux bien. Les plateformes, c'est important. Les technologies, c'est important. Quand vous travaillez avec l'IA, où on va chercher des données de différentes parties de l'organisme, le risque, c'est que ces données, à la Défense nationale, ils ont des problèmes qui leur sont particuliers, où les données comme telles ne peuvent pas être classifiées, mais quand vous jumelez les données, les équipements, le personnel, la formation, eh bien, ça vous donne une information que vous n'êtes sans doute pas censé partager avec les masses. Alors que nous sommes à l'ère de l'IA, il faut en être conscient, j'en ai parlé plus tôt. Il faut que les gens soient prêts face à l'IA. Comme leader de l'industrie en matière d'IA, on passe énormément de temps à réfléchir à ce problème. Alors, petite publicité, on a notre kiosque là à l'extérieur, dans la salle des exposants. Très bien. Oui, on aura un atelier sur le cyber-univers. Bon, on me dit qu'il faut mettre fin à cette table ronde. Donc, je pense bien que vous voudrez vous joindre à moi pour remercier chaleureusement nos panélistes ce matin.